Ousmane, lui, il veut revenir pour l'UFC 300. On peut comprendre peut-être à demi-mot qu'il a des problèmes de dépression pour Volkanovski. Si un jour il arrive à la ceinture en KLF, on pourra dire que la route a été longue. 3 rounds de 5 minutes, des infos percutantes, alors rentre le menton, lève les bras, protège-toi du début à la fin et... On est lundi 23 octobre 2023 et c'est le moment MMA. Et salut à tous, ça y est, l'UFC 294 est derrière nous, c'est dans les livres comme on dit, et ça a été un événement express, hein. À 22h c'était terminé, je m'attendais vraiment pas à ça, je pensais avoir une fin sur les coups de 23h30 minuit, non, beaucoup de combats, surtout sur la main card, se sont terminés dès le premier round. Alors pour le combat Ankalaev Walker, on va y revenir, on aurait aimé que ça dure un petit peu plus. Heureusement que le combat Ousmane Chimaev a été au bout, parce que sinon à 21h30 ça pouvait être plié. Et d'ailleurs, Ousmane, c'est le premier sujet de la vidéo du jour. Bon bah forcément, vous avez vu, je vais pas vous refaire le combat. Il s'est incliné face à Chimaev. Sacré premier round de Chimaev, hein, j'y reviens juste après. Mais voilà, Ousmane, il s'est exprimé sur sa défaite. Il explique que là, c'est dur mentalement. Il dit, je sors de 2 défaites contre Edwards, des défaites serrées. Moi, je trouve que c'est vrai. Le premier combat, il était en train de le gagner. Il prend un KO à la fin. Et le deuxième combat, il se fait pas rouler dessus. Hein, c'est pas une défaite humiliante. Et puis là, il en prend une troisième contre Chimaev. Il dit ok, c'est une défaite en 10 jours, j'ai pas eu le temps de me préparer, mais c'est une défaite quand même. Il est jeune, il est fort, il est puissant, c'est très dur. Il explique qu'il va prendre un petit peu de temps hors de la salle, il va prendre un peu de repos, puis tout de suite il dit qu'il veut revenir pour l'UFC 300. Il aimerait être co-main event contre Duplessis. Alors c'est vrai que s'il combat Duplessis, il reste dans la conversation, du coup il veut rester chez les poids moyens, chez les middleweight. Il resterait dans la conversation parce que Duplessis, là, s'il avait un title shot tout de suite, ce serait pas honteux. Il a battu Whittaker. Whittaker, c'était vraiment le dernier obstacle avant la ceinture. Donc écoutez, ça sera un combat intéressant. Après, qu'est-ce que ça va donner pour Ousmane? Qu'est-ce que l'UFC va lui offrir? Je sais pas. Il est quand même sur 3 défaites de suite. Après, c'est pas des défaites contre n'importe qui. 2 fois pour le titre, 1 fois contre Chimaev qui lui va combattre pour la ceinture. Ça y est, c'est fait. Dana White l'a confirmé. Donc on peut pas lui donner n'importe qui non plus à Ousmane, on peut pas lui donner un faire-valoir, un mec hors top 10 quoi. Donc très compliqué pour lui, j'espère qu'il va réussir à rebondir. Ce qui le motive encore un peu, hein, c'est que c'est Strickland le champion, et que Strickland il l'a déjà battu par le passé, c'était en poids welter, mais il l'a déjà battu, donc je pense qu'il y a toujours ce petit espoir. J'espère vraiment qu'il va réussir à rebondir parce qu'il a eu une très belle carrière, et ce serait dur de sortir sur une grosse série de défaites. Un petit mot quand même de son adversaire, Chimaev. Quel premier round de Chimaev, honnêtement c'était impressionnant, la domination. Je me suis demandé moi s'il allait réussir à finir Ousmane. S'il l'avait fini comme ça au premier round, j'aurais été vraiment bluffé. J'aurais été un peu déçu parce qu'on n'aurait pas vu de combat, on aurait vu un combat à sens unique. D'ailleurs, la lutte de Chimaev, elle impressionne beaucoup. Moi, j'ai des amis qui suivent pas le MMA, qui aiment pas du tout quand ça se passe au sol. Et là, ils ont regardé parce que c'était le gros événement, ça a été beaucoup marketé. Ils m'ont dit, franchement, on n'aime pas la lutte, on n'aime pas ce qui se passe au sol. Mais là, Chimaev, c'était impressionnant ce qu'il a fait au premier round. Il a dégagé une impression de puissance, de domination, c'était bluffant. Alors après, par la suite, Ousmane est revenu un peu dans le combat. Est-ce qu'il y a un problème de cardio chez Chimaev? Je sais pas. Michael Lebou a dit quelque chose d'intelligent. Il a dit, je pense que moi, il a le cardio, mais qu'il gère mal son effort. Il peut encore faire les réglages et il dit aussi que dans un combat en 5 rounds, il va sûrement commencer plus doucement et aller jusqu'au bout des 5 rounds en gérant avec le cardio qui est là. Écoutez, je sais pas, on n'est pas dans sa team, on peut pas vraiment savoir. Il semblerait qu'il se soit cassé la main, c'est pas encore validé. C'est pas encore officiel, je veux dire, Dana White en conférence de presse dit j'espère que sa main est pas cassée, parce que nous on veut qu'il soit plus actif que ce qu'il est, et avec une main cassée, forcément, ça repousserait son retour. Alors écoutez, je sais pas trop, en tout cas c'est sûr que là, ouais, moi je pense qu'il est légitime pour la ceinture. Après, en fait, il y a tellement une hype autour de lui que s'il combat pour la ceinture, je suis pas choqué. C'était le deal avant le combat. Dana White l'avait dit, le gagnant aura la ceinture. Bah écoutez, il va se présenter devant Strickland. Alors Strickland, lui, il a dit que c'était pas mérité. Il dit voilà, heureusement, je vais me faire de l'argent. C'est un mec qui vend beaucoup. Ça va être le prochain, je vais gagner de l'argent, mais je trouve qu'il mérite pas. Il a battu personne dans ma catégorie. Là, il bat un mec qui arrive en 10 jours de short notice. Un mec que c'est même pas sa catégorie, qui combat normalement dans la catégorie du dessous. Je trouve qu'il mérite pas, mais par contre, je vais l'affronter, on va faire de l'argent. Bon, écoutez, pour moi, là, le combat, ça y est, c'est verrouillé. Faudrait vraiment que Chimaev fasse un truc de fou à la main, qu'il puisse pas combattre pendant des mois et des mois pour que quelqu'un d'autre lui grille la priorité. Et puis, je pense que de toute façon, à son retour, il aura son title shot. Là, je pense que là, à mon avis, c'est acté. En plus, il y a vraiment, les gens sont à fond derrière Chimaev. Les gens aiment ou détestent son personnage, mais ils veulent le voir combattre. D'ailleurs, Strickland, avant le combat, il s'était exprimé, il avait dit que si le combat avait eu lieu en poids welter avec un camp d'entraînement complet, il mettait Ousmane gagnant, mais il dit là, vu
vu que c'est un 3 rounds et vu les conditions dans lesquelles le combat se fait, je vais donner Chimaev gagnant. Bon bah écoutez, il a vu le nez fin. Et puis Paulo Costa, forcément, je rappelle que c'est Paulo Costa qui devait affronter Chimaev et qui a dû déclarer forfait à cause d'un staphylocoque il y a 10 jours. Et bah lui, bon, forcément, c'est du Costa dans le texte. Oui, c'était horrible, c'était nul, les 3 rounds, il n'y avait rien du tout. Moi, je veux le prendre, je veux mon combat, c'est de l'argent facile pour moi. De là à dire que c'est de l'argent facile, franchement, je suis pas convaincu. Moi, je vois quand même Chimaev au-dessus de Paulo Costa. Maintenant, il peut me faire mentir, hein, mais bon, le combat, à mon avis, là, ça a l'air de s'éloigner. Hein. Paulo Costa, Chimaev, surtout que Costa, si Chimaev prend la ceinture, il va falloir que Costa fasse un bon petit run de victoire pour arriver à la ceinture. Costa, moi, je le pense un petit peu sur la fin. Je pense que là, il va avoir du mal à se réhisser au top de la catégorie. Je sais pas ce que vous en pensez, vous me direz, mais ça me semble très compliqué de voir ce combat un jour. Un mot du main event maintenant, quelle performance d'Islam Makhachev. Là on peut dire tout ce qu'on veut, il n'y a pas eu de camp d'entraînement en face, etc., etc. Il a répondu de la meilleure des manières, KO au premier round, fin des débats, j'ai gagné. Voilà. S'il y en a encore qui doutaient sur Makhachev, Makhachev on nous dit depuis longtemps, vous allez voir c'est la relève de Khabib, pardon. C'est pas seulement un lutteur, c'est aussi un striker, vous allez voir. En striking, il a beaucoup plus à offrir que Khabib, etc. Bon, dans le premier combat contre Volkanovski, on avait vu que le striking était bon. Bon, bah là, il a fait taire les rumeurs. Il l'a dit de toute façon en conférence des presses. Moi, je suis pas juste un lutteur, je suis pas juste un striker, je suis un combattant complet. Bah écoutez, là, il y a rien à lui dire. On peut pas lui dire que c'est faux suite à ce qu'il a fait samedi soir. Là, il a fait taire beaucoup de rumeurs. Et puis, il a aussi dit que lui, là, ça ne l'intéressait pas qu'il allait combattre après. C'est pas son problème, c'est le problème de Dana White. C'est Dana White qui décide. Il a dit, moi, je prendrai qui on me donne. J'adore cette mentalité, j'aime les champions qui règnent, qui prennent les gars les uns après les autres. Et puis ça fait taire un peu les rumeurs hein, autour de lui et de Bilal Mohamed, puisque Bilal Mohamed, je le rappelle, il est dans la catégorie du dessus. Il semblerait que le prochain title shot soit pour lui. Mais si Makhachev avait décidé de monter, il lui aurait grillé la priorité. Je reviens pas là-dessus, j'en ai parlé dans le dernier épisode la semaine dernière. Mais voilà, donc là il semblerait que les choses soient parties pour peut-être rester en léger. Voilà. En tout cas, il dit moi c'est pas ma responsabilité, je ferai ce qu'on me dit de faire. J'aime beaucoup. Il a aussi eu un mot pour Volkanovski, puisque Volkanovski s'est exprimé suite à sa défaite et je ne l'ai pas vu venir. Il a expliqué que quand il combat pas, il n'est pas très bien. Voilà, il a dit je struggle mentally, on pourrait le traduire par des problèmes. Voilà, moi je vois ça un peu comme de la dépression. Je pense que voilà, il a expliqué que quand il combat pas, quand il est pas encore en entraînement, bah il se sent pas bien. Il dit pourtant j'ai une famille, j'ai des enfants, tout va bien dans ma vie, mais quand je combats pas, ça va pas. J'ai vu Aljamain Sterling qui a rebondi là-dessus, il a tweeté en disant ouais j'espère que c'est moi qui comprends mal. C'est vrai que la dépression chez les combattants c'est très compliqué, surtout que là Volkanovski il est encore dans un âge où il peut combattre souvent, sa santé lui permet, mais qu'est-ce qui va arriver dans 5-6 ans, même peut-être avant quand il va devoir prendre sa retraite. La dépression ça avait touché Tony Ferguson, ça avait touché Max Holloway, il y en a eu d'autres. C'est très compliqué, moi j'espère là que c'est pas le début du déclin de Volkanovski, prendre un KO comme ça au premier round, déclarer que tu as des problèmes peut-être de dépression, je veux pas trop m'avancer, mais moi c'est ce que j'ai compris. Attention, là ça va être compliqué. En plus il a dit qu'il voulait recombattre dès le mois de janvier, alors il va avoir une suspension médicale, hein. Quand tu prends un KO tu peux pas recombattre comme ça quand tu veux, il y a une commission qui va se pencher sur son cas. Moi janvier ça me semble un peu tôt franchement. Après maintenant s'il a ce besoin de combattre il va sûrement y aller, j'espère que c'est pas la fin de Volkanovski, j'espère qu'il est pas sur le déclin. Et d'ailleurs, Islam Makhachev, il a dit s'il est bien entouré. Alors, je sais pas si Islam Makhachev avait l'information pour la dépression à ce moment-là, mais il dit ouais, s'il est bien entouré, j'espère qu'on va lui conseiller de prendre du repos, de soigner la blessure qu'il a à l'arcade, de bien se remettre et de revenir plus tard. Là, je pense que c'est des sages paroles. J'espère que l'entourage de Volkanovski va faire ce qu'il faut pour pas qu'il se rejette dans la gueule du loup trop vite et puis qu'il rentre dans une spirale infernale. Dana White, forcément, il a donné son avis sur Islam Makhachev. On lui a demandé, ouais, est-ce que tu penses qu'il va dépasser Khabib? Moi, honnêtement, j'aime pas trop ces débats-là. Est-ce qu'il va être meilleur? C'est dur de comparer les époques, les combattants, etc. C'est pas un débat que j'affectionne, mais forcément, c'est dans la bouche de tous les journalistes et fallait se douter qu'il allait avoir la question. Surtout que les deux sont très proches, donc le parallèle va être fait pendant tout le long de sa carrière. Et Dana White, il dit, ouais, moi, je le vois pas dans l'ombre de Khabib. Je pense, oui, peut-être qu'il pourrait même le surpasser. Bon, écoutez, c'est... Pourquoi pas, c'est vrai qu'il peut avoir une belle carrière, il peut avoir une plus belle carrière que Khabib, après il y aura toujours ce truc, ouais si les deux s'étaient affrontés, qu'est-ce que ça aurait donné? Écoutez, on n'a pas la boule de cristal, on sait pas. Dana White, il a aussi annoncé que le prochain combat pour le titre devrait être pour Charles Oliveira, il explique, il dit voilà, il s'est préparé, ça devait être pour lui, malheureusement il s'est fait la coupure à 10 jours du combat, ça serait normal qu'il ait son combat pour la ceinture. Écoutez, moi, j'étais pas convaincu pour Oliveira, vu comment Dana White était énervé au moment de la coupure. Je vous en avais parlé, hein, vous vous souvenez, je vous disais, vu comment il est énervé, il y a moyen qu'il lui fasse griller la priorité. Surtout qu'Ali Abdelaziz en avait remis une petite couche derrière. Écoutez, apparemment, tout est rentré dans l'ordre. Prochain combat pour Charles Oliveira. Je lui souhaite. Mais dans le même temps, il y a Justin Gaethje qui a tweeté. Il a dit « Quelle performance d'Islam Makhachev !» j'ai encore beaucoup à faire. Il a dit « J'ai encore une montagne à escalader », plus précisément.
Voilà, faut comprendre, j'ai encore beaucoup de boulot pour être au niveau, mais il a dit je suis le suivant. Donc bah écoutez, là vu ce qu'a dit Dana White, je pense que malheureusement Gaethje n'est pas, n'est pas le suivant malheureusement pour lui. Est-ce qu'il aura un combat avant pour confirmer ou est-ce qu'il va juste attendre? Je sais pas. Après là, ce serait peut-être logique du coup si Oliveira prend Makhachev de faire un Gaethje contre Gamrot. Gamrot était censé aussi être le combattant remplaçant sur ce combat. Gaethje Gamrot, ça peut faire du sens. Et il y a aussi Michael Chandler qui a réagi sur ce combat, c'est sa catégorie. Il a dit moi mon plan dans les prochains 12 mois c'est de mettre KO Conor et de mettre KO Islam Makhachev. Bon écoutez, il a le KO Power Chandler. Est-ce qu'une victoire contre McGregor te donne le droit à un title shot? Je sais pas vraiment, surtout le McGregor d'aujourd'hui, je suis pas convaincu. Déjà, il faudrait que McGregor accepte de l'affronter. Je vous l'ai dit, Chandler, il en peut plus, il veut son combat, mais pour l'instant, on voit pas passer d'officialisation. Donc écoutez, on verra ce que ça va donner pour Chandler. Et puis il a dit quelque chose aussi qui est pas forcément faux. Il dit oui, Islam, il a jamais combattu un gars comme moi qui voit rouge, un gars qui va l'emmener, qui va lui mettre une grosse pression. Il a utilisé l'expression de dogfight, donc il faut comprendre un combat sale, un combat dur, un combat où je vais tout donner. C'est vrai, Michael Chandler, tu sais que le premier round, il va t'emmener en enfer, il va tout faire pour t'arracher la tête. Alors moi je pense que Makhachev a ce qu'il faut pour le battre, mais je pense que sur un premier round de folie, Chandler peut très bien connecter Makhachev. Il a une lutte qui est pas dégueulasse, hein, Chandler, il a même une bonne lutte, il l'utilise pas beaucoup malheureusement. Mais écoutez, s'il y avait un combat entre les deux, je donnerais quand même Makhachev gagnant, mais ce que dit Chandler est pas faux. Un petit mot maintenant, Dankalaev contre Johnny Walker, vous l'avez vu, le combat s'est arrêté au premier round. Alors moi c'était mon pari de la semaine, donc je vous spoil tout de suite, du coup il n'y a pas eu de pari, j'ai été remboursé, puisque j'avais parié sur une victoire Dankalaev. Le combat étant terminé sur un no contest, un arrêt du médecin, j'ai été remboursé de mon pari, donc la cagnotte reste inchangée, mais par contre on a un free bet de 5 euros, je vous en reparlerai pour le prochain UFC, on va peut-être pouvoir faire un truc un peu différent, un truc un peu plus osé. Mais voilà, alors vous avez vu le combat, Walker prend un coup de genou illégal. Je pense vraiment qu'Ankalaev, quand il a vu que Walker avait les mains qui touchaient pas le sol, il n'a pas pensé aux 3 points d'appui, genoux, pieds, etc. Il a envoyé le coup de genou. Écoutez, donc pour moi, c'était vraiment pas volontaire. Il n'y avait pas une volonté de mettre un coup illégal. Et alors, il semblerait que quand le docteur est venu parler à Walker, il lui a dit ouais, où est-ce que tu es? Et Walker, il a répondu dans le désert. Donc ça a fait sourire Dana White. Dana White, il a dit bah il a pas tort quelque part. On sait que Walker, il a un humour très spécial. Moi, je pense que c'est vraiment un trait d'humour qu'il a fait. Où voilà, il trouvait peut-être ça un peu ridicule qu'on lui pose ces questions-là. Il a voulu répondre à un truc bête. Le médecin apparemment était très inexpérimenté dans les sports de combat. C'est un peu dommage pour une soirée de cette envergure de mettre un mec qui a pas l'expérience. Il y a une petite erreur de ce côté-là, je pense. Et du coup, le médecin a fait arrêter le combat. On a vu au début, Walker, il comprenait pas, il voulait y aller. Les deux, je sais pas, Ankalaev et Walker, je sais pas ce qui s'est passé, je sais pas ce qui s'est dit, mais ils se sont pas quittés en très bons termes. Écoutez, moi je suis plutôt déçu. En plus, Walker avait commencé un combat qui était pas si mauvais. Il travaillait sur les low kicks, on l'avait dit, Ankalaev a eu des problèmes sur les low kicks contre Blachowicz. Là, Walker avait mis en place cette stratégie. On sait pas ce que ça aurait donné. Hein. Moi, vous le savez, je voyais Ankalaev au-dessus, mais tant que le combat n'est pas passé, on peut pas savoir ce qui se serait passé, justement. Donc écoutez, j'espère qu'ils auront un rematch. Ankalaev, c'est dur pour lui, il a été aux portes du title shot. Franchement, il est sur une magnifique série de victoires. Là, on lui mettait Walker. J'espère qu'ensuite, il aura eu son title shot. Et bah là, s'il doit y avoir une revanche contre Walker, bah, il va devoir attendre encore un petit peu. Croyez-moi que lui, pour arriver à la ceinture, s'il arrive un jour, il aura eu son chemin de croix, comme on dit. Hein. Écoutez, ça fait un petit moment que je parle de l'UFC 294. Je vous propose de prendre une petite respiration et on passe à la minute box. Cette minute box, ça va être très rapide. Un petit mot d'Ariel Helwani qui a parlé du combat Logan Paul, Dylan Dennis. Il a dit, écoutez, on peut dire ce qu'on veut, mais il y a beaucoup de jeunes, il a dit des young kids, donc je pense des jeunes enfants, mais il veut dire des jeunes adolescents, à mon avis, ou des adolescents tout court, qui sont fans de ces choses-là et qui remplissent la salle. Il dit, moi, j'ai assisté à beaucoup de combats cette année de boxe anglaise. Il dit même des gros combats avec des grosses stars avant le co-main event. La salle, elle n'est pas remplie. Et il dit là, la salle, elle était remplie dès le début, dès le premier combat de la carte principale, la salle était remplie. Il y a vraiment une audience pour ce genre de combat. Bah écoutez, c'est ce qu'on avait dit dans les vidéos précédentes. Hein. Ça trouve son public. Vous êtes peut-être pas fan. Moi, je suis pas fan forcément. Mais on en parle quand même. Ça fait de l'argent, ça fait de l'audience. Donc forcément, on en parle. Et Ariel Helwani qui va dans ce sens-là aussi. Donc ça me rassure un peu. Et puis alors là, je le mets dans le point box parce que justement, c'est Dylan Dennis. Son contrat au Bellator est terminé. Donc il se retrouve free agent, c'est-à-dire qu'il peut signer avec qui il veut. Et il a dit, moi c'est l'UFC ou alors je prends ma retraite. Honnêtement, j'y crois pas trop, je vois pas trop l'UFC le signer. Même si au Bellator, ce qu'il a fait, c'était bien. Il a pas fait beaucoup de combats, je crois qu'il en a fait que 2. Mais 2 combats où il a été dominant. Est-ce que l'UFC va signer Dylan Dennis? Franchement, je sais pas du tout. Je pense que l'UFC n'a pas besoin de Dylan Dennis pour exister. Donc ça sent peut-être un peu la retraite pour Dylan Dennis. Ensuite, on revient au MMA. Et vous savez, Mohamed Mokaev, qui a combattu ce week-end, il est encore en course pour devenir le plus jeune champion UFC de l'histoire.
Là, il est clairement dans la discussion avec une victoire sur Team Elliott. Alors John Jones, il était devenu champion à 23 ans et quelques mois, je crois qu'il est devenu champion en mars, il prenait 24 ans en juillet. Mokaev, c'est pareil, là il a 23 ans, il prendra 24 ans en juillet prochain. Le title shot, là, le combat pour le titre dans sa catégorie, c'est au mois de décembre. Il va peut-être être le combat remplaçant. En tout cas, Dana White, ça lui plaît cette idée. Par contre, s'il n'y en a aucun des deux qui se blesse et qui doit attendre son tour pour le prochain combat pour le titre, à mon avis, ça viendra pas avant le mois de mars, hein, ça va être trop court. Je vois pas un champion avoir gagné ou défendu sa ceinture en décembre et dès le mois de mars la remettre en jeu, il faut refaire un camp d'entraînement, etc. J'y crois pas beaucoup. Après, d'un point de vue marketing, Mokaev, il est beaucoup plus discret que John Jones, mais maintenant, John Jones, il arrive en fin de carrière, donc l'UFC ne va plus avoir besoin d'avoir ce petit truc d'argument de dire c'est le plus jeune champion de l'UFC, de l'histoire de l'UFC, il a eu la ceinture, c'est lui le plus jeune. Mais il n'y aura plus trop besoin, puisque John Jones, il semblerait qu'il va bientôt prendre sa retraite. Par contre, Mokaev, à 23 ans, il a encore des années à faire à l'UFC, donc d'un point de vue marketing, ça peut donner des envies à l'UFC. Et puis, par contre, le personnage n'est pas le même, hein. Il est beaucoup plus discret, etc. Donc, je sais pas. Moi, je pense que ça va être un peu compliqué. Vraiment, sa chance, ce serait la malchance des autres. Ce serait qu'il y en ait un qui se blesse pour le combat au mois de décembre et que lui prenne le short notice. Écoutez, moi, je lui souhaite, hein, ça serait cool pour lui, mais est-ce que ça va arriver? Je suis pas convaincu à 100% sur cette histoire. Ensuite, on parlait du Bellator avec Dylan Dennis. Michael Venom Page, qui était une grosse star au Bellator, il a mis des super KO. Il a aussi été combattre au Barnacle contre Mike Perry. Ça s'était un peu moins bien passé. Mais voilà, il est lui aussi free agent, comme on dit. Donc il est libre de tout contrat. Et l'UFC a dit qu'ils étaient intéressés pour le signer. Et lui, il est intéressé aussi. Donc à mon avis, ça va pas tarder à tomber. Je pense qu'on va voir Michael Page débarquer à l'UFC très prochainement. Et ses débuts seront scrutés, croyez-moi. Charles Oliveira, à qui semble destiner le prochain title shot chez les légers, il s'est exprimé ce week-end, hein, c'était avant les combats, et il dit oui, moi contre Conor McGregor, tout le monde veut voir ça, Conor McGregor c'est un gros vendeur, moi je suis un gros vendeur aussi, ça va être un super combat, on peut le faire en poids plume, on peut le faire en poids léger, on peut le faire en poids welter, faut juste que McGregor signe le contrat. Bah écoutez, j'ai envie de dire, McGregor est quand même beaucoup plus vendeur qu'Oliveira. Oliveira, c'est vrai qu'on aime beaucoup le voir combattre aussi. Maintenant, tout le monde veut combattre McGregor. Tout le monde veut faire de l'argent en combattant McGregor, tout le monde veut avoir son nom à côté de McGregor sur l'affiche. Moi, je suis pas convaincu que ce soit Charles Oliveira qui soit le premier en liste, hein, c'est plutôt Chandler. Surtout que là, si Oliveira on lui propose le titre, il va sûrement y aller, je sais pas, ça arrivera peut-être un jour, mais en soi, tous les combattants peuvent appeler Conor McGregor pour combattre, hein. Forcément, je les comprends entièrement. Bilal Mohamed, dont je parlais la semaine dernière, et il a fait une interview là, et ce qu'il dit, bon, je sais pas trop quoi en penser. Il dit, moi, si je bats Leon Edwards pour la ceinture, je serais reconnu autant que GSP comme le plus grand welterweight de tous les temps. Écoutez, c'est vrai qu'il est sur une sacrée série de victoires, Bilal Mohamed, il a pris tous les mecs qu'on lui a mis en face, mais GSP, c'est quand même beaucoup de défense de titre, hein. Ça compte dans une carrière quand même. Là, Bilal Mohamed, s'il bat Leon Edwards, il va devenir champion. Comme a été champion Ousmane, comme a été champion Woodley, comme a été champion Georges Saint-Pierre. Mais Georges Saint-Pierre, il l'a défendu pas mal de fois, sa ceinture. Donc à mon avis, si tu veux être à la hauteur de Georges Saint-Pierre, t'as intérêt de gagner la ceinture et de la défendre et voilà, de prendre les mecs les uns après les autres. C'est pas seulement la victoire contre Leon Edwards qui va te donner le statut de Georges Saint-Pierre, hein. Ensuite, Georges Saint-Pierre, justement, je vous parlais vendredi qu'il y avait peut-être un match de grappling qui était prévu avec Nick Diaz, et que c'était tombé à l'eau parce que les deux étaient blessés. Et là, Georges Saint-Pierre, il en a reparlé, il a dit, écoutez, le combat, pour l'instant, il n'est pas annulé ou repoussé, on ne sait pas. Ça va peut-être se faire, mais plus tard. Donc écoutez, c'est pas une affaire qui est morte, hein, c'est pas annulé. Une autre petite info, alors là j'ai été surpris, vendredi soir, je regardais la télé, je crois que c'était sur C8, je veux pas dire de bêtises, en tout cas c'était sur le groupe Canal, et là je vois une pub pour Venom avec John Jones. Alors Venom c'est l'équipementier de l'UFC, hein, donc aujourd'hui on connaît, c'est même devenu une marque que même des gens qui pratiquent pas les sports de combat peuvent porter, mais c'est pour vous dire à quel point le MMA prend de la place, l'UFC prend de la place, et puis Venom en bénéficie. Franchement moi je me souviens, ça fait plus de 10 ans que j'ai acheté mon premier shirt Venom, hein, je crois que c'était en 2010. Très bonne qualité d'ailleurs, je suis pas sponsorisé par Venom, mais les shirts Venom, franchement ça tient. Moi ça va faire 13 ans que je l'ai le shirt, et pourtant il en a vu, et je peux toujours le mettre. Et du coup Venom qui fait des pubs à la télé française comme ça, même pas pendant un événement de combat, c'était une pub normale entre deux émissions je crois. Donc j'ai été surpris par ça. C'était la dernière info du jour, on passe à la minute auditeur. Et cette minute auditeur, elle commence avec Téta Neuneu, très, très fidèle, hein, je le remercie de participer beaucoup. J'ai parlé de Benoît Saint-Denis la semaine dernière dans une des émissions, et il me dit « Ouais, Saint-Denis, moi je trouve qu'il compte un peu trop sur son menton ».
Bah écoute, Saint-Denis, ça tombe bien que tu m'en parles. Vendredi, là, c'est quasiment sûr, je sors un épisode spécial sur Matt Frévola, son adversaire, et forcément, je parlerai aussi de Benoît Saint-Denis. Oui, moi aussi, je trouve que Benoît Saint-Denis prend beaucoup de coups. Son menton tient jusqu'à maintenant, mais il y a peut-être un jour où ça va s'arrêter. Maintenant, je suis confiant, il est dans une bonne team, il a l'air sérieux, il a l'air investi dans son entraînement. Je pense qu'il peut encore faire les réglages pour changer ça, mais on en reparle en détail vendredi. Ensuite, il me dit aussi, parce que j'ai parlé de boxe anglais, j'ai parlé de Garcia contre Davis, que voilà, que les deux s'étaient un peu tournés autour sur Twitter, qu'ils avaient un peu parlé d'un rematch, mais voilà. Et je disais que moi, la boxe anglaise, je suis ça de très loin, je suis pas du tout un expert, je vous donne juste les news majeures. Et lui, il me dit, ouais, pour moi, je pense que Ryan Garcia est vraiment loin derrière Davis, il va attendre un petit peu avant de l'affronter. Il y a d'autres mecs avant lui. C'est ce qu'il me dit en gros. Ouais, moi, de ce que je suis, de tout ce que je peux lire, c'est l'avis général. C'est l'avis général. Davis est vraiment au-dessus. Garcia, il a besoin de prendre en maturité. Il a besoin de prendre en expérience avant d'avoir sa revanche. Et puis, ah oui, un truc intelligent de, excusez-moi le pseudo, Lily J. Parce que on parlait la semaine dernière, on pensait que Ousmane était blessé. Je vous rappelle, on se disait, oh là là, attention, il s'est peut-être blessé au genou. Bon, vraiment, apparemment, c'était pas vrai, mais bon, pour l'instant, en tout cas, Ousmane n'avait pas l'air d'être blessé au genou samedi soir. Et lui, il me disait, oublie pas, Ngannou, il a battu Cyril Gane avec un genou en moins. C'est vrai, quand j'en ai parlé, j'y ai même pas pensé, mais oui, on se rappelle, hein, il était très durement blessé, Ngannou, pendant son combat contre Cyril Gane, et ça l'a fait pour lui. Et puis, il y a Madi Darkawi qui rajoute, oui, c'est vrai pour Ngannou, mais personne ne le savait avant et pendant le combat. Et il dit là, ça craint pour Ousmane. Ouais, c'est vrai qu'à l'époque, Ngannou, il avait rien déclaré. Il était arrivé avec des genouillères, si je me souviens bien. Si je dis pas de bêtises, il avait des genouillères dans son combat, mais il avait rien déclaré, on savait pas qu'il était blessé, on savait rien du tout. Là, pour Ousmane, si vraiment ça avait été le cas, là, samedi, on avait de forts soupçons. Écoutez, on arrive à la fin de cet épisode, une bonne vingtaine de minutes, il y avait des choses à dire, on a parlé de l'UFC 294, c'était l'événement du week-end. Le week-end prochain, il n'y aura pas d'UFC, mais c'est le combat Fury-Ngannou. Le prochain UFC, ce sera Almeida contre Lewis. Écoutez, nous en tout cas, on se retrouve demain à 17h. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner. Là, je prends de plus en plus d'abonnés, c'est cool. Vous savez, les commentaires, je réponds à tout le monde. Et le lendemain, s'il y a besoin, on en parle dans l'émission. Profitez bien de votre soirée. À demain 17h. Salut!